Bonjour à tous. Je suis une voix synthétisée qui vous guidera tout au long de ce cours d'introduction à la programmation. Le contenu de ce cours a été préparé par Karim Nouyoua, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Dans ce premier cours, ainsi que dans les suivants, vous allez être initié à la programmation. Aujourd'hui, nous commencerons par l'objectif du cours et ma vision de la programmation. Ensuite, nous écrirons et exécuterons ensemble un premier programme simple, appelé Hello World. Et pour aller plus loin, nous aborderons des notions essentielles, la déclaration d'une variable, son affectation, et la manière de représenter une variable sous forme de dessin. Enfin, vous apprendrez à afficher des messages et à interagir avec le clavier dans vos programmes. Commençons par l'objectif. L'objectif de ce cours est de vous initier aux principes fondamentaux qui vous permettront de devenir un bon développeur. Nous explorerons ces principes en nous basant sur le langage de programmation orienté objet Java. Notez que ces principes sont universels et s'appliquent également à d'autres langages de programmation populaires tels que Python, C++, C ou JavaScript. Afin de maximiser l'efficacité de votre apprentissage, nous adopterons une approche pratique. Vous allez écrire de nombreux programmes en Java, et nous échangerons sur les moyens de les améliorer. Mais qu'est-ce qu'un bon développeur, au juste ? Un développeur ne se limite pas à écrire un code fonctionnel de quelques centaines de lignes. Il s'appuie sur des principes solides pour concevoir, écrire et maintenir des systèmes complexes, composés de milliers, voire de millions de lignes de code. Ces principes garantissent un code clair, évolutif et collaboratif, répondant efficacement aux exigences du monde réel. Passons maintenant à notre tout premier programme. Voici le contenu d'un fichier helloworld.java. Ce fichier contient le code source d'un programme Java simple qui affiche Hello World dans la console. Voyons maintenant comment exécuter ce programme sous Linux en suivant quelques étapes simples. Tout d'abord, créez un répertoire de travail pour y stocker le fichier. Par exemple, vous pouvez le nommer Mon compte Java cours 1. Une fois le répertoire créé, ouvrez un éditeur de texte et copiez-y le code source que nous venons de voir. Enfin, enregistrez le fichier sous le nom helloworld.java dans le répertoire de travail que vous avez créé. Maintenant que votre programme est enregistré, passons aux étapes pour le compiler et l'exécuter. Commencez par ouvrir un terminal et placez-vous dans le répertoire de travail où se trouve votre fichier. Ensuite, compilez le code source en tapant la commande suivante. java helloworld.java. Cette commande transforme le fichier helloworld.java en un fichier helloworld.class, situé dans le même répertoire. Ce fichier contient le bytecode Java, prêt à être exécuté. Pour exécuter le programme, tapez la commande suivante. Java helloworld. Cela exécutera le fichier bytecode helloworld.class et produira l'affichage suivant. Hello World. Maintenant que nous savons enregistrer le programme, le compiler et l'exécuter, intéressons-nous à son contenu. Nous retrouverons les lignes 1, 2, 4 et 5 dans tous nos programmes pour l'instant. Si vous écrivez un programme nommé displayText.java, il suffira de remplacer Hello World à la ligne 1 par displayText. La ligne 3 correspond au point de départ du programme, où nous insérons les instructions que nous souhaitons exécuter. Ici, il y a une seule instruction qui affiche le texte Hello World dans la console. Avant de poursuivre, maintenant que vous savez exactement ce que contient le fichier, examinons ensemble le déroulement complet de la compilation et de l'exécution dans la console. Nous nous plaçons dans le répertoire de travail et tapons la commande ls, qui va lister le contenu du répertoire. Nous voyons ici que le répertoire contient le fichier helloworld.java. Nous compilons le programme en tapant la commande java helloworld.java. Nous tapons à nouveau la commande ls pour lister le contenu du répertoire. Nous voyons que le fichier helloworld.class a été créé. Enfin, pour exécuter notre programme, nous tapons la commande java helloworld. Nous remarquons que l'exécution affiche dans la console Hello World.
Voyons maintenant un élément fondamental de la programmation, la déclaration d'une variable. Déclarer une variable consiste à réserver un espace mémoire pour stocker une donnée, et à lui associer un nom ainsi qu'un type. Le type de la variable détermine la nature des données qu'elle peut contenir, comme un entier ou un nombre à virgule par exemple. Voici un petit programme illustrant la déclaration de variables. La ligne 3 permet de déclarer une variable nommée number de type int, c'est-à-dire un entier, dont la valeur n'est pour l'instant pas initialisée. La ligne 4 permet de déclarer une variable nommée value de type double, c'est-à-dire un nombre à virgule, dont la valeur n'est pour l'instant pas initialisée. Remarquons, pour la suite, qu'une variable conserve le même type tout au long de son utilisation dans le programme. Par exemple, une variable déclarée comme int ne pourra contenir que des entiers. Passons maintenant à un autre concept fondamental, l'affectation d'une variable. L'affectation d'une variable consiste à attribuer une nouvelle valeur à une variable en utilisant l'opérateur égal. Voici un programme illustrant l'affectation de valeurs à des variables après leur déclaration. La ligne 4 montre l'affectation de la valeur 15 à la variable number. La ligne 6 montre l'affectation du résultat de l'expression number multiplié par number à la variable square. Remarquons que l'affectation n'est pas symétrique. En effet, on évalue d'abord l'expression à droite de l'opérateur égal et on stocke le résultat dans la variable de gauche. Intéressons-nous à présent au dessin de l'état des variables. Lors de l'exécution d'un programme, l'état de la mémoire change au fur et à mesure que les instructions sont réalisées. Pour mieux visualiser ces changements, nous allons dessiner l'état des variables. Reprenons l'exemple précédent et analysons l'état des variables après chaque instruction. À la fin de la ligne 3, nous avons en mémoire uniquement la variable number de type int, et celle-ci n'est pas initialisée. Pour la représenter, nous avons dessiné une petite case qui contient la valeur de la variable. Ici, comme la variable n'est pas initialisée, nous avons mis le symbole ensemble vide dans la case. Au-dessus de la case, nous indiquons le type de la variable. Ici il s'agit d'un int. Enfin, en dessous de la case, nous mettons le nom de la variable, number dans notre cas. À la fin de la ligne 4, à l'issue de l'affectation, nous avons changé la valeur de la variable sur le dessin, qui prend maintenant la valeur 15. À la fin de la ligne 5, à la suite de sa déclaration, la variable square apparaît sur le dessin. On peut constater que celle-ci n'est pas initialisée. Enfin, à la fin de la ligne 6, après l'affectation du résultat de l'expression number multiplié par number, la variable square prend la valeur 225. Lorsque l'on programme, il est essentiel d'avoir une vision claire des données que l'on manipule. Pour cela, nous utiliserons ce petit format de dessin afin de mieux visualiser l'état des variables et leur évolution tout au long du programme. Passons maintenant à la déclaration avec initialisation d'une variable. Il est possible d'initialiser une variable lors de sa déclaration. Dans certains cas, cela permet de s'assurer que la variable a une valeur définie dès le début et d'éviter certains problèmes liés à l'utilisation de variables non initialisées. Voici une nouvelle version de notre programme précédent, illustrant la déclaration et l'initialisation de variables en une seule instruction. La ligne 4 montre la déclaration et l'initialisation de la variable number, qui reçoit la valeur 15. La ligne 6 montre la déclaration et l'initialisation de la variable square, qui reçoit la valeur de l'expression number multiplié par number, soit 225. Sur le dessin, à la fin de la ligne 4, nous visualisons bien que la variable number est déclarée et initialisée à 15. Nous pouvons également visualiser qu'à la fin de la ligne 6, la variable square est déclarée et initialisée à 225. Notez que les lignes commençant par 2/ sont des commentaires. Ces commentaires sont ignorés lors de l'exécution du programme, mais ils sont utilisés pour faciliter la compréhension du code. N'hésitez pas à les utiliser dans vos propres programmes pour expliquer ce que fait chaque partie du code et aider à la lecture ainsi qu'à la maintenance du programme. Nous avons vu précédemment comment afficher la chaîne Hello World dans la console. Nous pouvons procéder de la même manière chaque fois que nous souhaitons afficher une chaîne constante.
Pour ce faire, il suffit d'utiliser l'instruction system.out.println et de placer entre parenthèses la chaîne constante que nous voulons afficher. Notez que la chaîne doit être entourée de guillemets. De plus, l'instruction se termine par un point-virgule, comme toutes les instructions en Java. Maintenant, voyons comment afficher la valeur d'une variable. Par exemple, si nous avons une variable nommée number, nous pouvons afficher sa valeur dans la console en passant simplement la variable entre parenthèses dans l'instruction system.out.println. Dans notre cas, si la variable est initialisée à 15, le résultat affiché dans la console sera 15. Si nous souhaitons afficher une chaîne composée de variables et de chaînes constantes, c'est-à-dire une chaîne dynamique, nous devons utiliser l'opérateur plus. L'opérateur plus permet notamment de concaténer une chaîne de caractères avec la valeur d'une variable. Par exemple, si nous affichons la chaîne, le nombre vaut plus number plus la chaîne point, nous obtenons le nombre vaut 15 suivi d'un point. Ce procédé permet d'afficher une chaîne dynamique, dont le contenu dépend de l'état des variables et de chaînes de caractères constantes. Examinons maintenant notre programme précédent, auquel nous avons ajouté un affichage à la fin. Dans cet affichage, nous affichons d'abord la valeur de la variable square, puis la chaîne constante et le carré de, suivi de la valeur de la variable number, et enfin la chaîne constante, point. Maintenant, imaginons la compilation et l'exécution de ce programme dans la console. Tout d'abord, nous listons les fichiers présents avec la commande ls. La sortie montre le fichier static square.java. Ensuite, nous compilons le fichier source avec la commande javac static square.java. Nous listons à nouveau les fichiers avec ls, et cette fois nous voyons aussi le fichier static square.class, qui est le bytecode Java généré. Enfin, nous exécutons le programme avec la commande java static square. Le résultat affiché dans la console est 225 et le carré de 15, suivi d'un point. Ainsi, ce programme illustre comment déclarer, initialiser des variables et afficher des résultats dans la console en utilisant Java. Nous avons vu étape par étape le processus de compilation et d'exécution d'un programme simple, ce qui constitue une bonne base. À présent, au lieu d'affecter directement la constante 15 à la variable number, nous allons lui attribuer une valeur saisie par l'utilisateur dans la console. Cette modification rendra le programme beaucoup plus dynamique et interactif. Pour permettre cette saisie, nous allons utiliser un objet de la classe scanner. Bien que nous n'entrerons pas encore dans les détails des objets et des classes dans ce cours, voici une première approche intuitive pour mieux comprendre leur rôle. Une classe peut être vue comme un plan ou un modèle à partir duquel des objets peuvent être créés. Imaginez-la comme un moule définissant les propriétés et les comportements des objets. Un objet, quant à lui, est une instance concrète créée à partir de la classe. C'est le produit fini du moule, prêt à être utilisé dans le programme avec ses propres valeurs et comportements. Cet objet nous permet d'interagir avec notre programme et d'accomplir diverses tâches. Nous allons maintenant découvrir un programme plus dynamique, dans lequel l'utilisateur peut entrer un nombre pour calculer et afficher son carré. Tout d'abord, à la ligne 2, nous importons la classe scanner, qui permet de lire les données saisies par l'utilisateur depuis la console. Ensuite, à la ligne 7, nous créons un objet de la classe scanner et nous le récupérons dans une variable nommée input_scanner. Cet objet sera chargé de gérer l'entrée de l'utilisateur. À la ligne 10, nous affichons une simple chaîne de caractères demandant à l'utilisateur d'entrer un nombre entier. Notez que nous avons utilisé system.out.print au lieu de system.out.println. La différence est que println affiche le texte suivi d'un saut de ligne, tandis que print affiche le texte sans passer à la ligne suivante, permettant ainsi de continuer sur la même ligne. Après cet affichage, à la ligne 14, nous déclarons et initialisons la variable number. Pour obtenir la valeur de la variable, nous demandons à l'objet scanner de lire l'entier saisi par l'utilisateur dans la console et de nous renvoyer cette valeur. À la fin de cette ligne, la variable number est donc initialisée avec la valeur entrée par l'utilisateur. À partir de la ligne 17, le programme poursuit comme précédemment, en calculant le carré du nombre et en affichant le message correspondant dans la console. Enfin, à la ligne 21,
pour une gestion optimale de la mémoire, nous fermons l'objet scanner une fois que nous avons terminé de l'utiliser. C'est ainsi que le programme devient interactif et réagit à la saisie de l'utilisateur, rendant l'expérience dynamique et personnalisée. Nous allons maintenant examiner la compilation et l'exécution du programme dans la console. Tout d'abord, nous listons les fichiers présents avec la commande ls. La sortie montre le fichier dynamic square.java. Ensuite, nous compilons le fichier source avec la commande javac dynamic square.java. Nous listons à nouveau les fichiers avec ls et nous voyons maintenant également le fichier dynamic square.class. Enfin, nous exécutons le programme avec la commande java dynamic square. Le programme affiche alors entrer un nombre entier. Après cet affichage, il attend que l'utilisateur tape un nombre entier. L'utilisateur tape alors la valeur 5 suivie de entrée. Le programme lit la valeur et se termine en affichant le carré de 5 et 25. Notez que dans nos exemples d'exécution, nous soulignerons les saisies de l'utilisateur dans la console. Il est important, dans ces programmes où nous affichons des messages et effectuons des saisies, de bien distinguer les deux. En effet, les débutants ont souvent tendance à mélanger ces étapes en affichant directement la valeur de la variable lors de la demande, alors que celle-ci n'est pas encore initialisée. Les commandes print ou println permettent d'afficher des chaînes de caractères et le contenu des variables, tandis que input_scanner.nextInt est utilisé pour lire l'entier saisi par l'utilisateur et nous renvoyer cette valeur. Voici à présent un programme qui permet de lire deux valeurs dans la console et d'afficher leur somme. Tout d'abord, à la ligne 1, nous importons la classe scanner qui permet de lire les données saisies par l'utilisateur. Ensuite, à la ligne 4, nous créons un objet de la classe scanner, nommé input_scanner, pour gérer les entrées clavier. À la ligne 7, nous affichons un message demandant à l'utilisateur d'entrer la première valeur. Puis, à la ligne 8, nous lisons cette valeur avec input_scanner.nextDouble et l'enregistrons dans la variable value1. De manière similaire, aux lignes 11 et 12, nous demandons à l'utilisateur d'entrer une deuxième valeur, que nous lisons et stockons dans la variable value2. À la ligne 15, nous calculons la somme des deux valeurs et enregistrons le résultat dans la variable sum. Ensuite, nous affichons le résultat dans la console avec un formatage approprié et fermons le scanner. Notez qu'un seul scanner est créé, même si plusieurs valeurs doivent être lues successivement. On lui demande simplement de lire un double puis un autre. Nous allons maintenant examiner la compilation et l'exécution du programme Dynamic Sum dans la console. Tout d'abord, nous listons les fichiers présents avec la commande ls. La sortie montre le fichier dynamicsum.java. Ensuite, nous compilons le fichier source avec la commande javac dynamicsum.java. Nous listons à nouveau les fichiers avec ls et voyons maintenant également le fichier dynamicsum.class. Enfin, nous exécutons le programme avec la commande java dynamicsum. Le programme affiche alors « Entrez la première valeur ». L'utilisateur tape la valeur 10 suivie de la touche Entrée. Le programme affiche ensuite « Entrez la deuxième valeur ». L'utilisateur tape la valeur 5 suivie de la touche Entrée. Le programme calcule alors la somme et affiche le résultat. 10.0 plus 5.0 vaut 15.0. Dans cet exemple, à nouveau, les valeurs saisies par l'utilisateur sont soulignées pour les différencier des messages affichés par le programme. Intéressons-nous à présent aux erreurs de compilation. Les programmes que nous venons de voir ne comportent pas d'erreurs. Par conséquent, le processus de compilation se déroule sans encombre, et nous pouvons les exécuter sans problème. Cependant, lors de l'écriture de code, il est inévitable de rencontrer des erreurs qui seront affichées lors de la compilation. Par exemple, l'oubli d'un point-virgule ou d'une accolade peut empêcher le programme de compiler. Il s'agit d'une erreur de syntaxe. Si vous affectez une valeur d'un type incompatible à une variable, un message d'erreur s'affichera également. C'est une erreur de type. Une autre erreur classique consiste à utiliser une variable non initialisée dans une expression. Ces erreurs sont courantes et font partie intégrante du processus d'apprentissage.
En les corrigeant, nous améliorons notre compréhension du langage et du développement en général. En travaux pratiques, faites de votre mieux pour trouver les erreurs par vous-même, sans immédiatement demander de l'aide. En effet, le temps que vous investissez à chercher la solution vous sera largement bénéfique par la suite, en renforçant votre autonomie et votre capacité à résoudre des problèmes de manière efficace. Examinons à présent un exemple d'erreur de compilation dans le programme Hello World.java suivant. Procédons pour cela à la compilation dans la console. Nous listons les fichiers présents avec la commande ls. Le fichier helloworld.java est bien présent. Nous essayons de compiler le programme avec la commande java helloworld.java. Cependant, une erreur s'affiche. L'erreur indique en anglais qu'un point-virgule est manquant à la ligne 4. Le fichier helloworld.class n'a donc pas été généré, car la compilation a échoué. Il est donc impossible de l'exécuter. Vous pouvez vérifier que le fichier helloworld.class n'a pas été généré en tapant un nouveau ls. Notez qu'il va vous falloir un certain temps pour vous familiariser avec ces nombreux messages d'erreur, mais avec de la pratique, vous apprendrez à les reconnaître et à les corriger rapidement. Nous voilà à la fin de ce premier cours d'introduction à la programmation en Java. Au cours de cette session, nous avons abordé les concepts fondamentaux tels que la déclaration et l'affectation de variables, la compilation et l'exécution d'un programme, ainsi que l'importance des erreurs de compilation pour mieux comprendre le fonctionnement du code. Nous avons également exploré les bases de l'entrée utilisateur via la console, un aspect essentiel pour rendre vos programmes interactifs. Vous avez désormais un aperçu de la manière dont un programme simple peut évoluer en fonction des données fournies par l'utilisateur. N'oublions pas non plus nos petits dessins de la mémoire. Nous les utiliserons par la suite pour comprendre en profondeur les données que nous manipulons, et ainsi mieux appréhender les concepts.